Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur les lundis du CEP. Donc, les webinaires 100% gratuits proposés par le Conseil en évolution professionnelle et diffusables sur l'ensemble du territoire, bien évidemment. Alors, on va commencer aujourd'hui. Petit problème technique. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous me voyez bien? Voilà, on a eu des petits soucis de connexion. Je voudrais vérifier. N'hésitez pas à communiquer avec moi via le chat qui est sur votre droite. Super, super. Merci beaucoup. Donc, si vous m'entendez bien, c'est parfait. Merci pour vos manifestations. Parfait. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, l'expérience nous a appris, dans le cadre des lundis du CEP, en fait, qu'on rassemble les questions pour la fin et j'y répondrai une par une. Voilà, comme ça, ce sera plus centralisé et je pourrai être un peu plus précise. Voilà, donc on prévoit à peu près 1 heure ensemble. C'est le format qui est prévu lors des lundis du CEP. Donc, chaque lundi, de 11h30 à 12h30, il y a un thème différent qui peut concerner la création d'activités, qui peut concerner la reconversion professionnelle comme aujourd'hui, qui peut focuser sur un dispositif de financement tel que le PTP, par exemple. Bref, chaque lundi, de 11h30 à 12h30, il y a une thématique d'orientation professionnelle qui est abordée et qui vous permet de vous informer de manière précise. Ces webinaires sont complètement gratuits, bien évidemment. Donc, ils ont lieu chaque semaine et ils sont en général animés par des experts. Alors, je vais être humble. Moi, je suis juste une conseillère en évolution professionnelle. Alors, expert peut-être, mais en tout cas, voilà, c'est clair que je dois connaître un minima de l'information et je dois être un minima professionnel pour accompagner mes bénéficiaires au mieux. Voilà. Et pour ceux qui arriveront en retard ou qui voudront reprendre le webinaire, sachez aussi qu'il y a des replays disponibles. Vous pourrez y accéder sur mon service CEP.fr, les lundis du CEP, avec des petits traits du 6 entre tous les mots. Mon service CEP.fr, c'est donc notre portail national. Donc, voilà pour les petites données techniques. Alors, aujourd'hui, donc je réalise que je ne me suis toujours pas présentée. J'ai dû louper un slide, vous m'excuserez, c'est les aléas du direct. Donc, je vais le faire maintenant. Donc, moi, je suis conseillère en évolution professionnelle. J'ai la chance d'effectuer ma mission. J'ai la chance d'effectuer ma mission de... Ah oui, voilà, je suis là. Merci pour ma technicienne préférée, Carole de Lampugnani, qui bouge les slides à ma place. Voilà, donc je suis Cécile Torgue, je suis basée à Marseille, mais bien évidemment, ce qui va advenir, ce qui va se dire au cours de ce webinaire s'adresse à l'ensemble du territoire, bien évidemment. Donc, j'ai la chance d'exercer, d'être sur la mission du Conseil en évolution professionnelle depuis janvier 2020, qui est la date de démarrage de son lancement. Voilà. Donc, je suis une conseillère en évolution professionnelle et je vais, à ce titre, on est professionnalisé, on est formé de manière très spécifique puisque de toute façon, on porte une mission de service public. C'est important, cette notion de service public, parce qu'aujourd'hui, dans le paysage de la formation, elle apporte un confort et dont le premier, c'est celui de la gratuité. Voilà. Avec mes bénéficiaires, on sourit, je leur dis que je ne leur demanderai pas d'argent. Ça, c'est la première chose.
Le deuxième point fondamental du conseil en évolution professionnelle, c'est que cette mission, bien évidemment, est confidentielle. Tous mes collègues, tous mes pairs sont tenus au secret professionnel. Voilà, ça c'est impératif. On ne joint aucun centre de formation, surtout pas une entreprise. Nous sommes absolument tenus à la confidentialité. Le troisième point, le troisième principe auquel est tenu un conseiller en évolution professionnelle, c'est celui de la neutralité. Ne comptez pas sur nous pour vous recommander tel ou tel centre de formation, tel ou tel professionnel de centre de bilan. C'est pas ainsi qu'on fonctionne, hein. On est vigilant à ces formes de conflits qui peuvent générer des conflits d'intérêts. Voilà, ça c'est hors de question. Le quatrième point, notre quatrième principe, et celui-là il est important aussi, c'est qu'on est accessible. Accessible, ça veut dire que nos bénéficiaires, qui sont majoritairement salariés, hein, le conseil en évolution professionnelle s'adresse à tous les salariés du droit privé et les travailleurs indépendants en majorité. Donc forcément, nous avons affaire à des personnes qui travaillent. Donc on peut les recevoir le soir, par exemple, à partir de 18h. Nous tenons fréquemment des permanences le samedi matin. Moi, il m'arrive fréquemment de commencer mes journées sur des premiers entretiens à 8h du matin ou encore entre midi et 2. On se veut clairement accessible et ça, c'est important. Il faut absolument qu'on soit à la disposition de tous les salariés et les indépendants. Voilà un petit peu notre quatrième principe et le cinquième. J'aime bien terminer par lui parce qu'il aborde cette question d'impartialité. Alors, d'abord, la première chose que vous devez savoir en tant que personne, peut-être que parmi vous, certains sont en réflexion sur leur projet de reconversion, ce que vous devez savoir déjà en premier lieu, c'est que quel que soit le professionnel face auquel vous serez, aucun n'a le droit de juger votre projet professionnel. Ça, c'est fondamental. L'impartialité, pour un conseiller CEP, elle va encore plus loin. Parce qu'on est des conseillers un peu spéciaux, on est formés, on est professionnalisés en ce sens. C'est-à-dire que curieusement, nous sommes des conseillers qui ne donnons pas conseil. Eh bien oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça qu'on est. Nous, on est des conseillers qui ne donnons pas conseil. On part du principe que nos bénéficiaires sont au centre du problème. C'est vous qui détenez les réponses à vos questions. Notre rôle à nous va être de servir de médiateur, de facilitateur, de vous permettre de verbaliser les choses. Et la verbalisation d'un projet, c'est pour nous un outil extrêmement important qui nous permet de voir la maturité qui vous appartient et comment vous avez réfléchi à ce projet. L'impartialité, ça va très loin, hein. Encore une fois, on ne donne pas conseil, mais on tient conseil, ce qui n'est pas la même chose. Voilà, donc j'espère avoir été claire dans ma présentation du CEP. Encore une fois, nous apportons un service gratuit et personnalisé et on se veut à votre disposition le plus souvent possible. Voilà. Alors, le conseil en évolution professionnelle, plusieurs opérateurs ont répondu, se sont positionnés sur l'appel d'offres lancé par France Compétences il y a à peu près un peu plus de 3 ans maintenant. France Compétences, qui est donc l'instance régulatrice de toute la formation en France, qui gère notamment le répertoire national des certifications professionnelles. Et donc, se sont positionnés au niveau national, dans toutes les régions de France, les opérateurs tels que Evolution, Antea, tout le réseau EVA, et aussi on a été rejoint par un opérateur en Martinique qui s'appelle Axis. Pour tout ce qui concerne la création d'entreprises aussi, on a BGE Conseil et on a aussi un plaisir retravailler Réunion
le plaisir d'accueillir un opérateur qui se situe sur l'île de la Réunion. Donc à peu près, vous voyez, les DOM-TOM, tout le territoire national est représenté. Et tous ces opérateurs-là vont s'adresser dans un premier temps aux salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants. L'APEC s'est positionné également sur le conseil en évolution professionnelle, donc là à destination des cadres. Pôle emploi interagit aussi dans le cadre du conseil en évolution professionnelle auprès des demandeurs d'emploi. L'Union nationale des missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans et bien sûr un acteur important et pas des moindres, Cap Emploi, qui porte le conseil en évolution professionnelle pour toutes les personnes en situation de handicap. Voilà un petit peu l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés sur le conseil en évolution professionnelle, donc le CEP. À partir de maintenant, je vais prononcer CEP. Alors, c'est bien beau de vous avoir présenté nos principes, la mission de service public, nos principes, les différents acteurs, mais c'est surtout maintenant, qu'est-ce qui se joue dans nos bureaux, quelles sont les problématiques qu'on va traiter. Bon, celle, dans le sens large du terme, c'est l'évolution professionnelle. Qui va focuser plus précisément sur le développement des compétences. Le développement des compétences, ça revêt beaucoup de problématiques. Ça vient toucher la formation continue directement, mais aussi tout ce qui sont les actions de formation comme le tutorat. Ça concerne aussi toutes les actions de formation, donc des plans de développement interne aux entreprises, tout ce qui va permettre à un salarié d'ajuster ses compétences tout au long de sa vie professionnelle. Donc, on est aussi directement, je passe au troisième rectangle, on est concerné, on apporte notre soutien sur toutes les problématiques de reconversion ou de transition professionnelle. La reconversion, c'est vraiment le changement, le passage d'un métier à un nouveau métier. La transition, c'est peut-être plus lié à l'évolution, voilà, quelqu'un qui gravit des échelons au sein d'une entreprise en interne. Sur le conseil en évolution professionnelle, sur le CEP, on travaille aussi la reprise ou la création d'activités. On est un premier guichet direct et après, on va se faire force de vous orienter vers des acteurs pertinents, compétents, qui vous permettront de poursuivre votre réflexion, de travailler sur des outils tels que le budget prévisionnel, l'étude de marché, d'approfondir votre réflexion. Le conseil en évolution professionnelle, on travaille aussi sur tout ce qui est la certification professionnelle. Donc, ça va de l'habilitation jusqu'à la VAE, la validation des acquis d'expérience. Si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la validation des acquis de l'expérience, qui aujourd'hui est une démarche qui permet de, entre autres, à partir du moment où vous avez développé des compétences et que vous avez identifié un diplôme qui correspondrait à ces compétences, aujourd'hui en France, il est tout à fait possible d'obtenir cette certification. Et enfin, en dernier lieu, on est souvent sollicité sur les questions de mobilité interne ou externe. En entreprise, comment je grimpe au sein de mon entreprise, comment je peux me positionner à mon prochain entretien annuel d'évaluation, comment je peux présenter à mon manager lors de cet entretien quelles sont mes perspectives d'évolution, mes souhaits, et on travaille tout ça, c'est important. Mais moi, étant donné mon expérience de terrain, j'aurais envie de rajouter aussi que, ben oui, c'est une réalité. On est aussi souvent sollicité sur les questions du droit du travail. On est régulièrement sollicité également sur les questions de santé au travail. Et puis, de temps à autre, il nous arrive qu'un bénéficiaire qui était venu à la base,
qui était un véritable questionnement sur une reconversion ou une transition professionnelle éventuelle. En fait, on se rend compte après un entretien qu'en fait, la personne adore son métier. Il est juste hors de question qu'elle le quitte. Par contre, ce qui ne lui convient pas, c'est l'entreprise dans laquelle elle travaille, l'environnement professionnel dans lequel elle intervient. Eh bien, à ce moment-là, tout simplement, il nous arrive fréquemment, nous CEP, de travailler tout simplement sur des CV et d'accompagner la personne dans sa recherche d'emploi. Les recherches d'emploi, on en fait aussi, par exemple, dans le cadre de formation de recherche d'alternance au niveau des entreprises. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous apporter comme précision sur ce slide. Est-ce que, donc je vois le flot de questions qui arrivent avec grand plaisir. Je répondrai à toutes ces questions. On se garde à peu près un quart d'heure sur la fin. J'y répondrai une par une du mieux que je le peux, je vous le promets. Voilà. Donc, je continue sur le CEP. Grosso modo, notre schéma d'intervention, il est le suivant. À peu près 50 à 60% de nos bénéficiaires nous sollicitent dans le cadre d'un premier entretien. On joue ce rôle de guichet, d'information de premier niveau, où on va répondre de manière générale au questionnement de la personne. Et puis, peut-être qu'à la fin de cet entretien, on va se rendre compte ensemble qu'il y aura un besoin clairement exprimé, clairement identifié. Et on pourra à ce moment-là proposer à la personne, ouvrir une seconde phase d'accompagnement qu'on appelle U 2.1 dans notre jargon. Voilà, ça c'était pour faire sourire ma technicienne. Et cette phase va durer 6 mois, comportera à peu près un certain nombre d'entretiens. Ça peut varier, en moyenne c'est 4, des fois c'est moins, des fois c'est plus, tout dépend des besoins de la personne. Voilà, un petit peu. L'accompagnement est toujours, bien sûr, personnalisé, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit. C'est important. N'oubliez pas les 5 principes que j'ai cités précédemment. Et nous voilà aujourd'hui, ça va, je suis dans les temps, je ne suis pas trop en retard. Allez, on va attaquer la reconversion parce que c'est un grand morceau et moi j'aime bien intervenir sur ce sujet parce que ça me permet comme ça de vous sensibiliser et d'attirer votre attention sur différents aspects qui sont fondamentaux. La reconversion professionnelle, on en parle beaucoup ces derniers temps. C'est cette logique selon laquelle une personne décide de quitter son métier actuel pour en changer complètement. Donc, il peut y avoir plein de raisons à un moment donné. C'est tout simplement une personne qui a perdu son emploi, qui aspire à rebondir autrement. Une personne qui a le sentiment, qui partage avec nous un sentiment de tourner en rond, quelqu'un qui a besoin de se renouveler, qui s'ennuie dans son travail. Ou puis, souvent aussi, on a des personnes qui sont animées, qui ont des envies, qui s'originent depuis très tôt dans leur histoire professionnelle, mais des envies qu'elles n'ont jamais pu concrétiser. Et donc là, on va se faire un plaisir de partager ça ensemble, de travailler ça ensemble dans le bureau. Voilà un petit peu quelles sont les raisons qui peuvent motiver une reconversion professionnelle. Alors, et là on en arrive dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est comment ça commence, une reconversion professionnelle? Ben oui, c'est un petit peu ce point aujourd'hui. Quelle est ma situation actuelle? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a nécessairement, à un moment donné, quand on commence à aborder la question de l'orientation, de la reconversion, c'est qu'il va forcément y avoir à un moment donné un déséquilibre, un manque.
Et comme la nature est ainsi faite, tous les vides, elle cherche à les remplir, donc il va falloir qu'on retrouve un équilibre de manière différente. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas dans ma situation actuelle? Puis j'ai envie de dire aussi, qu'est-ce qui va bien, hein? Parce que voilà, l'idée c'est de, globalement, qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui me fait plaisir aujourd'hui? Dans quoi je m'épanouis professionnellement? Qu'est-ce que je ne veux plus, par contre? Et on en arrive petit à petit. Là, je vais passer du temps sur ce slide. Je vous préviens tous parce que il est assez complexe, mais ça demande beaucoup de développement pour chaque encadré. Donc, on part de ma situation actuelle, ce que je veux, ce que je ne veux plus, et on essaie à partir de là de formaliser, de mieux entreapercevoir la situation à laquelle j'aspire. Voilà. Et là va commencer, inhérent à ce déséquilibre, va commencer le mouvement, parce que c'est ça l'orientation, c'est se mettre en mouvement. Et puis, se mettre en mouvement, pour bien se mettre en marche, d'abord, c'est de regarder si on n'a pas des boulets aux pieds, quelque chose qui nous empêcherait de marcher, de voir si on n'est pas tenu par des freins. Alors, qu'est-ce que c'est que ces freins? De quoi je parle là? Ben, les freins, c'est, dans un premier temps, les freins qui vont concerner un petit peu ma vie quotidienne. Parce que là, j'ai quelque chose de très important à vous préciser, c'est qu'un projet professionnel solide, qui aboutit, qui a de fortes chances de se concrétiser, c'est un projet professionnel qui s'appuie sur un projet de vie solide. L'un ne va pas sans l'autre. Et la première question à se poser quand on aborde les freins, ou qu'est-ce qui m'empêcherait d'évoluer vers la situation à laquelle j'aspire, c'est par exemple des freins aujourd'hui où j'en suis dans ma vie familiale. Est-ce que la garde de mes enfants me prend du temps? Est-ce que simple et par contre incroyablement impactante, c'est est-ce que je suis véhiculée? Si on m'a retiré le permis, quand est-ce que je compte le repasser? Est-ce que j'ai mes parents à charge? Est-ce que ma santé me soutient? Est-ce que c'est toutes ces questions, hein? Est-ce que je prévois de déménager dans plus ou moins longtemps? C'est ça aussi, tous les freins ou toutes les données dont je vais devoir impérativement tenir compte dans la réalisation de ma future reconversion professionnelle. Cette cohérence-là, elle doit être capitale. Elle doit être capitale. Le projet de vie, c'est, voilà, qu'est-ce que... Ça concerne, voilà, très souvent, on voit des questions autour du déménagement, autour ou tout simplement des personnes qui, par exemple, voilà, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de responsabilités dans mon travail. Aujourd'hui, j'ai envie de devenir auxiliaire de vie scolaire. J'ai envie d'un métier qui fait sens. Je peux me permettre aujourd'hui, j'ai nourri ma famille jusqu'ici, mes enfants sont grands. Aujourd'hui, j'ai envie d'apporter mon aide à des enfants en situation de handicap qui ont du mal à être scolarisés. Et très régulièrement, je suis sollicitée sur des projets de ce type. La personne a fait son calcul et elle veut, c'est aussi inhérent à son projet de vie, par exemple. C'est aussi quelqu'un qui veut des horaires assez sédentaires, qui vont lui permettre de rentrer chez elle tôt le soir, qui vont lui permettre à côté de développer des activités de loisirs. C'est quelqu'un qui réorganise toute sa vie comme ça. C'est ça aussi le projet de vie. Et puis, il y a quelque chose, j'en passe au troisième encadré dessous, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est
les atouts de mon profil, il y a quelque chose qui est très gratifiant pour un conseiller en évolution professionnelle. Voilà, c'est quand on se rend compte, on est heureux quand on se rend compte que la personne qui était venue dès les premiers entretiens en questionnement, en recherche, qui un problème qui n'est pas forcément, qui n'a pas le sentiment d'être épanoui, et on observe que cette personne, au fil de nos entretiens, de notre accompagnement, observe un gain de confiance en elle. Ça, c'est très gratifiant pour un CEP, et c'est surtout en fait le sentiment qu'on a que la personne réalise les atouts qu'elle possède. Et ça, c'est important. Hein, dans un milieu professionnel où personne, où nos managers ne vont pas nous dire, très souvent, c'est souvent qu'on attend ça, qu'on fait du bon boulot, on a besoin de cette reconnaissance-là aussi. Hein. Et questionner son orientation professionnelle ou sa reconversion professionnelle plutôt, c'est aussi un moyen de retrouver un gain de confiance en soi en faisant un point nécessaire et incontournable sur ses compétences. Je vais commencer par la droite. Là, ça y est, on a franchi la ligne verte. On a posé, je me suis attachée jusqu'ici à toutes les questions qui étaient en amont du professionnel, qui concernaient un petit peu la conception, le conceptuel, et puis le projet de vie, les freins, le quotidien. Maintenant qu'on a balayé tout ça, on va rentrer vraiment un petit peu sur le bilan professionnel. Et ce bilan professionnel, encore une fois, il permet de vous resituer au niveau de vos atouts et de prendre conscience vraiment de vos compétences. Et c'est très important. Et c'est très difficile, par soi-même tout seul, de se rendre compte de toutes les compétences qu'on a développées au quotidien. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais moi, la première, je suis comme vous. On ne mesure pas les petits réflexes, les petites habitudes, la manière dont vous avez de rédiger vos to-do list, par exemple, des choses toutes bêtes, la manière dont vous organisez vos agendas, qui sont des compétences, mais ô combien drastiques et importantes, qui vous permettent de gérer votre temps. Elles ne sont jamais mises en valeur, celles-ci, par exemple. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est des compétences que vous n'avez pas l'habitude de formaliser parce que vous êtes plongé et immergé chaque jour dans votre environnement professionnel et personne ne vous dit, en fait, que vous savez les faire. Mais quand vous commencez à prendre du recul, à vous comparer avec d'autres secteurs d'activité, d'autres métiers, là, vous commencez à prendre conscience de tous les savoir-faire, les savoir-être et les savoirs que vous avez développés jusqu'ici. Savoir-faire, savoir-être et savoir, je viens de vous donner la définition de la compétence. Hein, c'est les 3 dimensions drastiques incontournables. Et tout ça, c'est magique, c'est dans la boîte du corps et du cerveau, les deux sont liés, hein, ça se situe. Et vous serez toujours les seuls à les avoir. Donc, prenez-en conscience. Le deuxième point sur lequel on va vraiment travailler ensemble aussi, c'est vos motivations. C'est vos motivations et qu'est-ce qui est le moteur? Ça, s'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de désir. Hein, c'est elles qui vont un petit peu donner vie et instituer toute la dynamique de de cette expression que j'évoquais tout à l'heure, qui est le mouvement. Hein, travailler un projet d'orientation ou de reconversion, c'est être en mouvement, encore une fois. Vous développerez aussi vos aptitudes, vos facilités, vos talents, hein, ce qui est important. Et enfin, le 4e point, ce qui est important, non, c'est ça, j'y viens. Je me suis mal exprimée tout à l'heure. Ce n'est pas vos aptitudes, c'est vos valeurs. Et là, je vais prendre le temps de bien expliquer ce que sont les valeurs, parce qu'on n'y accorde jamais assez d'importance. Et pourtant, c'est quelque chose de fondamental. Les valeurs de chacun, elles
elles sont importantes. Elles nous ont été transmises dès notre plus jeune âge dans l'environnement familial, dans le cadre de notre éducation. Elles se sont petit à petit hiérarchisées pour obtenir à peu près une masse fixe, un corps fixe à peu près à l'adolescence. Hein. C'est pour ça qu'à l'adolescence, c'est une période qui n'est pas facile, parce que justement, hein, les valeurs se sont stabilisées, votre réflexion a permis de hiérarchiser vos priorités, les sentiments, ce qui est le plus important pour vous. Et ces valeurs, ce sont des données qui en réfèrent à l'affect, à la psyché. Donc, quand tout va bien, on n'en fait pas cas, on n'en tient pas compte. Mais effectivement, quand je me retrouve dans des situations professionnelles qui sont en porte-à-faux avec mes valeurs, il va se passer quelque chose de très ennuyeux. C'est que dès lors, va se produire un conflit de valeurs. Je vais être en conflit avec le code d'une entreprise, avec ce qu'on me dicte de faire, et je vais être en porte-à-faux avec ce que je suis vraiment. Et là, c'est compliqué. Alors, on va tous trouver des formes d'adaptation et d'adaptabilité, mais tout ça ira jusque dans certaines limites. Hein. Donc, il s'agit d'être vigilant. Et encore une fois, un salarié heureux dans son travail, c'est quelqu'un qui se connaît bien, c'est quelqu'un qui sait ce qui est important pour lui. Et encore une fois, un projet de reconversion, c'est de prendre le temps aussi de se connaître un peu soi-même. Tout ça, c'est important. Voilà. Est-ce que je suis claire jusqu'ici? Oui. Audeline Bessière, je rebondis. Je viens de voir votre question parce que de temps en temps, je jette un œil. Je vais y venir. Ce que je viens de vous décrire, je viens de vous exposer une démarche fondamentale de ce qui concerne la reconversion professionnelle. Paradoxalement, le CEP n'est pas le meilleur endroit pour travailler une reconversion professionnelle depuis son début, depuis ses profondeurs. Il existe une mesure phare, donc là, excusez-moi, je fais une petite pause sur le slide que j'étais en train de développer jusqu'ici. Je me suis arrêtée à valeur, la mesure phare en orientation pour approfondir et reprendre toutes ces questions en profondeur sur la reconversion professionnelle, c'est le bilan de compétences. Hein, il existe, c'est une mesure officielle qui existe, qui a été remise à jour et actualisée depuis un décret de 2018 qui apporte à la personne désireuse de faire un bilan, qu'elle soit salariée ou demandeur d'emploi, apporte un cadre officiel de 24 heures. Hein. Alors, la majorité vont être en entretien individuel avec le conseiller bilan. Il y aura une partie où la personne va être en démarche, va être active, mais encore une fois, pour mener une reconversion professionnelle en profondeur, si vous n'avez aucune idée, aucune piste dès le départ, si votre projet n'est pas mûri, n'est pas abouti, je vous invite au bilan de compétences. À bon entendeur, vraiment que cette proposition, cette suggestion soit entendue parce que c'est important. Hein. Alors on reviendra, si vous voulez, dans les questions plus tard, on reviendra sur comment je peux choisir mon bilan de compétences, parce que c'est pas facile aujourd'hui de choisir un bilan de compétences. Il y a des très bons pros, il y a des horizons différents, il y a des professionnels différents. Le tout, encore une fois, c'est de savoir ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vais fermer là ma petite parenthèse sur le bilan de compétences et je vais continuer, je vais poursuivre un petit peu je vais poursuivre carrément, pas un petit peu, sur la reconversion professionnelle, une fois que l'étape un petit peu boîte noire, hein, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je suis, quelles sont mes motivations, qu'est-ce qui est important pour moi,
Une fois que j'y vois clair sur mes compétences, tout ce que j'ai développé en milieu de travail tout au long de mon parcours professionnel, dans mes activités extra-professionnelles aussi, une fois que ce bilan est fait, eh ben, on va commencer à travailler sur mes intérêts professionnels et sur les métiers qui pourraient me plaire et que je pourrais mettre en face de tous les bilans que j'ai réalisés. Hein. Et donc, c'est l'étape de la reconversion professionnelle ou peut-être du bilan de compétences où vous allez travailler sur des inventaires métiers. Et puis, il y en a 1, 2, 3, il y a peut-être plusieurs métiers qui vont correspondre un petit peu à ce que vous avez réfléchi jusqu'ici, hein, au résultat de vos réflexions, à ce qui vous motive, à ce qui correspondra à vos compétences, à vos valeurs, etc. Et puis, ces métiers, vous allez commencer à les sélectionner, à les aligner les uns après les autres. Il peut y en avoir 1, il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 4. Et à ce moment-là, là, le grand point de vigilance, parce qu'aujourd'hui, le plus important, c'était de mener cette démarche en toute liberté, dans la libre expression la plus totale, mais on va être confronté à un paramètre économique, celui de la réalité. Et là, il n'y a aucun conseiller bilan ou aucun conseiller en évolution professionnelle qui intervient, encore une fois, quand les projets de reconversion ou d'orientation sont déjà mûris, parce qu'on n'aura jamais le temps, en termes d'heures, d'approfondir votre réflexion, comme un conseiller bilan pourrait le faire. Et il s'agit là d'un principe de réalité qui est important, c'est-à-dire, parmi les métiers que j'ai sélectionnés, quels sont ceux, et là, s'il vous plaît, j'attire votre attention, quels sont ceux qui sont porteurs économiquement en termes de débouchés sur le marché du travail. C'est fondamental d'associer la réflexion qu'on a développée, que je vous ai présentée jusqu'ici, et de l'aligner sur des métiers où vous serez sûr qu'à l'issue d'une formation, s'il y a lieu d'en faire une, vous aurez du travail. Voilà, ça c'est important. Et puis, une fois qu'on a répondu à ce premier impératif, eh bien, n'importe quel professionnel, conseiller bilan ou CEP, n'importe quel professionnel de l'orientation vous dira que parmi les meilleures manières de travailler les représentations de la réalité d'un métier que vous avez en tête, eh bien, c'est de rencontrer des professionnels. C'est magique. Et c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Vous serez surpris. Alors, pour les plus timides, ah ouais, mais comment je vais faire pour déranger quelqu'un qui travaille et le questionner sur son quotidien professionnel? Vous seriez surpris quand c'est le bon moment, quand vous ne dérangez pas la personne, bien sûr, sur son temps de travail, quand vous avez pris un premier contact, quand vous avez pris rendez-vous avec elle ultérieurement, quand vous avez les bons mots, quand vous lui dites que dès le départ, ça va prendre 20 minutes, pas plus, vous seriez surpris des retours positifs que vous pouvez avoir. Les gens aiment parler de ce qu'on fait, de ce qu'ils font, quand ça leur plaît. Un travail, c'est 35 heures minima aujourd'hui de la semaine. Et quand vous vous intéressez à ce à quoi quelqu'un passe 35 heures de sa semaine, il y a un petit côté pas flatteur, c'est pas le mot, mais on aime partager. On aime tous qu'on s'intéresse à ce qu'on fait. Non, je me trompe, c'est pas le cas pour vous? Allez, on continue. Donc, la rencontre avec des professionnels, c'est un des meilleurs moyens pour se rendre compte de la réalité d'un métier. Mais c'est sans compter le must et le top du top, qui est la PMSMP. Qu'est-ce que c'est que ce terme barbare? Période de mise en situation de milieu professionnel. La PMSMP, pour ceux qui sont passés par Pôle emploi, comme moi, la PMSMP, elle était destinée à tous les demandeurs d'emploi. Depuis, on est très heureux, dans le cadre du CEP, d'être aujourd'hui prescripteur.
Hein, on est en mesure aujourd'hui de rédiger une convention du travail, une convention de stage, pardon, avec vous, de préciser la mission, les horaires et de la co-signer avec le tuteur de stage et vous-même. Hein, et elle va vous apporter une protection. En cas d'accident du travail, vous êtes couvert. Voilà, hein, il y a vraiment une couverture importante dans le cadre de la PMSMP. Alors, par contre, contrairement à un demandeur d'emploi, la PMSMP pour un salarié sera essentiellement, dans la grande majorité des cas, effectuée sur une période de congé. Hein, voilà, donc c'est à organiser, hein, ça demande de la réflexion. Elles seront peut-être moins longues que celles permises et autorisées par un demandeur d'emploi. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant et qui arrive en fin de réflexion très souvent pour confirmer le projet de reconversion professionnelle. Voilà. Alors, je vais un peu plus loin. Il s'agit maintenant que je vous ai présenté. J'ai pris le temps, je vais aller un peu plus vite. J'ai pris le temps de poser toutes les étapes, hein, et les points fondamentaux, le questionnement impératif à se poser dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Maintenant, je vais me pencher sur la question des financements. Vous savez qu'aujourd'hui, sachez que vous avez tous à disposition votre compte personnel de formation. Hein. Il est opérationnel véritablement depuis janvier 2015. Pour tous les salariés du droit privé qui ont un diplôme supérieur au CAP, chaque année, vous allez percevoir 500 € par an sur le premier semestre à peu près. Hein. Régulièrement, votre compte personnel de formation va être alimenté. Il suffit de créer votre compte sur mon compte personnel formation.gouv.fr, le site officiel. Là, encore une fois, méfiez-vous des arnaques, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire l'économie de ne pas vous attirer. Vous avez tous reçu, comme nombre de mes bénéficiaires et moi-même d'ailleurs, des alertes, des textos frauduleux. Soyez extrêmement vigilants et prudents. Hein, aux tentatives, aux biais, aux sites internet dont le nom ressemble étonnamment à mon compte formation.gouv.fr. Recherchez toujours les .gouv.fr, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est important. Donc, ainsi, en vous connectant à ce compte, vous connaîtrez le montant, l'historique de votre compte CPF et surtout, vous pourrez identifier directement les formations que vous souhaitez faire, qu'elles soient en présentiel ou en distanciel. Hein. Et alors, petit bonus pour les salariés qui ont un diplôme inférieur à un CAP ou non diplômés, ceux-là verront leur compte doté annuellement de 800 € par an. Mais le CPF compte également pour les travailleurs non salariés. Hein, il perçoit aussi depuis le 1er janvier 2018 cela 500 € par an pour peu qu'ils aient dégagé une activité sur la période précédente. Et enfin, pour les fonctionnaires, les agents publics, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, là, le CPF va se décompter en heures et ils pourront comptabiliser 25 heures par an pour les catégories A et B, ou 50 heures par an pour les fonctionnaires titularisés en catégorie C, à temps plein ou à temps partiel. Voilà. Hein. Donc, ce CPF va vous permettre de vous financer la majorité des formations inventoriées sur mon compte formation.gouv.fr. Donc, une majorité de formations certifiantes, qualifiantes, une majorité de formations à la création d'entreprises, d'accompagnement à la créa, les accompagnements à la VAE, hein, les formations liées à des missions de bénévolat. Là, j'ai pas le temps de le développer, mais il existe le compte engagement citoyen qui est une arme absolument géniale pour toutes les personnes qui font du bénévolat. Sachez qu'avec le bénévolat, vous pouvez cumuler des heures CPF aussi. J'attire votre attention dessus.
Bien évidemment, les bilans de compétences sont finançables avec votre CPF, mais vous pouvez également avoir accès, vous pouvez également financer votre permis B ou le permis poids lourd et des certifications très intéressantes pour les personnes qui veulent certifier leur savoir de base, qui n'ont pas pu valider de diplôme, par exemple, les certifications CLEA. Allez, je continue. Combien de temps il me reste? Il me reste pas beaucoup, je suis un peu en retard. Diantre, là j'ai pris le temps. Le projet de transition professionnelle. Le projet de transition professionnelle, c'est le seul dispositif aujourd'hui qui s'adresse à l'ensemble des salariés du droit privé et qui permet à un salarié qui vise un projet de reconversion professionnelle de combler les frais pédagogiques s'il n'a pas assez sur son CPF, mais surtout d'effectuer sa formation avec une rémunération mensuelle, sans jamais quitter son entreprise. Il faudra bien sûr qu'il ait l'autorisation de son employeur, qui donnera son autorisation à son congé formation. La personne partira en formation et se verra rétribuer donc un salaire payé par un organisme qui s'appelle Transition Propaca, qui était l'ancien FONGECIF, pour lesquels ça évoque quelque chose, et qui donc se verront financer l'intégralité de leur formation. Ces personnes-là ne démissionneront pas. Ils retourneront dans leur entreprise ou, bien évidemment, auront commencé à chercher du travail pour poursuivre la mise en œuvre de leur projet de reconversion. Voilà. Votre CPF sera entièrement mobilisé. S'il n'est pas suffisant, il sera complété. Et attention, la formation, il y a des critères nationaux. La formation ne devra pas dépasser 1 an et sera nécessairement inscrite au RNCP. Voilà un petit peu pour les priorités du PTP, qui est un outil très intéressant pour le financement d'une reconversion. Et voilà le meilleur pour la fin, le dispositif démissionnaire. Donc là aussi, je vais battre un record de synthèse. Le dispositif démissionnaire, aujourd'hui, il est tout nouveau. Pour la première fois en France, un salarié peut démissionner tout en percevant l'allocation chômage. Je ne sais pas si vous saviez, mais c'est une première en France. C'est la première fois qu'on entend ça. Jusqu'ici, quelqu'un qui démissionnait n'avait absolument droit à rien. Avec le dispositif démissionnaire, depuis 2 ans, sous condition d'avoir 5 années d'activité, sans discontinuité, d'être en CDI complet ou partiel, d'être bien sûr émanant du droit privé, d'avoir un projet de formation ou de création d'entreprise, de ne pas avoir démarré la formation, de ne pas avoir créé son entreprise, bien sûr, vous devez vous saisir d'un CEP et nous allons travailler avec vous à votre projet de reconversion qu'on co-signera ensemble. Et on co-signera la présentation de ce projet de reconversion ensemble, qu'on présentera à une commission qui décidera si oui ou non votre projet atteste du caractère réel et sérieux. Si c'est le cas, vous pourrez démissionner immédiatement et dès la fin de votre préavis, bénéficier des ARE pour peu d'être inscrit à Pôle emploi. Voilà. Voilà un petit peu, je vous ai présenté le dispositif démissionnaire qui, après le CPF, le PTP, et le troisième dispositif qui permet non pas de financer votre formation, attention, mais de vous permettre de changer de statut et de percevoir l'ARE. Donc, qui vous donnera un matelas s'il y a nécessairement envie de faire une formation ou de créer votre activité. Voilà, attention, retenez bien cette précision parce que c'est important. Donc, je pense avoir fait le tour. On arrive au terme de tous les slides. Donc, je vous invite à nous contacter si quelconque de ces problématiques vous ont touché, font écho, rentrent en résonance. N'hésitez pas à nous solliciter.
On est joignable sur un numéro unique national de 8h à 19h, 09 72 01 02 03. Encore une fois, on est un accompagnement gratuit et personnalisé. Voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute. Il me reste 10 minutes pour répondre à vos questions. Alors, je vais reprendre le chat parce que ma technicienne préférée est muette. Carole de Lampugnani, qui n'est autre que le manager responsable pédagogique du réseau CIEVA. Voilà, on a eu un petit problème de connexion ce matin, mais merci Carole. J'ai vu que tu avais répondu à plein de nos questions, des questions en cours de frappe. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions là? Je vous réponds. Julie, elle est en train de taper parce qu'il y a un fil important, du coup, ça me fait remonter très très haut. Emmanuel est en train de taper. Je vous attends. Je vais répondre à vos questions s'il y a des choses importantes. Alors, Emmanuel Cobel. Oui, il y avait une question sur la différence entre CEP et bilan de compétences. Est-ce qu'il faut que j'y revienne? Le bilan de compétences, c'est 24 heures. Vous mènerez une réflexion beaucoup plus approfondie, nécessairement, que sur le CEP, qui vous apportera en tout et pour tout, en moyenne, 4 à 6 heures d'entretien, un peu plus, ça dépend. Mais on ne pourra jamais approfondir autant qu'un conseiller bilan. Donc, pour retenir ces précisions, sur quels critères? Alors, Julie, je me permets de vous appeler Julie, vous m'appellerez Cécile, bien évidemment. Sur quels critères sont jugés les motifs sérieux dans le cadre du dispositif démissionnaire? Mais tout simplement la réalité dans laquelle s'ancre votre projet professionnel. Si vous venez solliciter un CEP pour approfondir votre projet de reconversion, on va se faire un devoir vraiment de vous apporter tous nos savoir-faire en matière d'ancrage du projet, c'est-à-dire l'exploration du marché du travail, la méthode. Si vous êtes sur un projet de création d'activité, nous, on travaillera vos compétences auto-entrepreneuriales, vos compétences transférables, on sera attentif à la cohérence de votre projet, mais on vous enverra aussi voir des experts, le regard d'experts, des accompagnements à la créa. Par exemple, sur Marseille et dans plein de villes en France, pour ceux qui sont sur le territoire national, il y a des acteurs d'accompagnement à la créa dans chaque ville et c'est très important de les consulter. Plus vous multiplierez les regards sur votre projet, plus celui-ci s'ancrera en profondeur dans la réalité. Et ça, c'est fondamental. Voilà. Et la commission, quand elle lira votre dossier, elle va sentir tout ça. Elle verra le nombre d'experts sollicités, jusqu'à quel point votre accompagnement à la créa est important, a été envisagé, à quel niveau de maturité vous vous projetez. Voilà, et en fonction, le jury déterminera le caractère réel et sérieux de votre projet. Alors, et l'évolution professionnelle? Y a-t-il un webinaire sur le sujet? Alors, l'évolution professionnelle, c'est vraiment le sens large de plein de problématiques, tout ce qui peut concerner la mobilité, et notamment derrière évolution professionnelle, on pense souvent à la mobilité interne. Je pense qu'il peut y avoir des webinaires sur le sujet, bien sûr. Mais en tout cas, si vous venez solliciter un CEP, moi, il m'arrive très, très souvent de travailler sur des compétences transférables, de travailler des négociations, de travailler des prochains entretiens annuels d'évaluation avec vos futurs managers. C'est une des questions sur lesquelles on est très souvent sollicité aussi. Voilà.
Julie, je suis contente, j'ai été claire, merci. Céline Jardot, est-il préférable de faire un bilan de compétences plutôt que l'atelier actif projet de Pôle emploi? Je connais mal l'atelier actif projet de Pôle emploi et il me serait mal m'en prendrait bien évidemment de vous donner mon point de vue vis-à-vis de ces deux prestats. Alors, ça y est, je vais faire ma vraie CEP. Un petit sourire, Céline. Eh ben, je vais faire comme je fais avec mes bénéficiaires dans le bureau quand il s'agit de choisir des formations. Vous comparez les contenus, vous comparez le temps, vous comparez la durée de la prestation. Et je vais me permettre de vous dire quelque chose, et c'est pas parce que le prix est moins cher que ça doit être forcément rédhibitoire, que ça doit être forcément mauvais. Et en même temps, à contrario, c'est pas parce qu'un bilan de compétences est peu cher qu'il sera bon. Un conseiller bilan, et là je pense au marché du travail du bilan de compétences où on voit pléthore d'acteurs, un marché du bilan de compétences qui est tiré vers le bas, ça veut dire que c'est des formateurs qui travaillent beaucoup, qui ne sont pas nécessairement rémunérés. Mais là, c'est une question d'équilibre. Je vous donne un recul et le point de vue d'une expert. Et un conseiller bilan qui est bien payé, c'est quelqu'un qui fera surtout bien son travail. Voilà, un petit peu. Je vous remercie pour votre réponse, mais c'est moi qui vous remercie, Stéphanie, pour vos questions. Emmanuel, elle est en train de taper encore. Voilà, profitez-en, on a encore 3 minutes. Vous savez que vous pourrez revoir ce webinaire, pardon. Emmanuel, je suis agent fonctionnaire en disponibilité. Actuellement, agent dans le privé, oui. Est-ce un obstacle pour entreprendre une reconversion? Mais pas du tout. Alors, dans l'ordre, Emmanuel, est-ce un obstacle pour entreprendre une reconversion? Mais pas du tout. Si vous êtes en disponibilité actuellement en emploi, je pense que si vous avez du temps, je pense que c'est même un temps privilégié pour la réflexion et mûrir une reconversion professionnelle. Et puis, Emmanuel, si je peux me permettre aussi, voilà, est-ce que je dois démissionner de la fonction publique? Là, vous êtes, encore une fois, le CEP, il ne juge pas, on ne donne pas conseil. Vous vous souvenez de ma posture que je vous donnais dès le départ? Je ne vous connais pas, Emmanuel, je ne sais pas quelle est votre situation. Je ne sais pas si la démission aujourd'hui pour vous est à l'ordre du jour. Peut-être que je vous invite à prendre du recul, à réfléchir. Et c'est vrai que le bon sens voudrait qu'on ait une réflexion mûrie avant de démissionner. Voilà, Emmanuel. Mais de rien, c'est moi qui vous remercie. Car toutes les portes se referment quand je dis fonctionnaire en dispo. De quelle manière? De quelle manière? Mais encore. Aucun financement. Alors, aucun financement. Vous avez du CPF, Emmanuel, nécessairement, que vous pouvez convertir sur du droit privé. La manipulation est aisément faisable quand vous vous connectez sur votre espace sur mon compte formation.gouv.fr. Déjà, vous avez du CPF, Emmanuel. Ok. D'accord. Oui, quasiment plus rien. Ça dépend jusqu'où va votre reconversion. Ok. Alors, je rappelle aujourd'hui à tous que le CPF reste à la main du salarié. Hein, c'est quelque chose qui est à votre disposition et sur lequel vous pouvez intervenir. Vous avez la main. Vous êtes entièrement libre de vous financer la formation, si possible, de votre choix. Après, rien n'empêche, bien sûr, de convenir d'accords, de partage, de négociation avec votre employeur si la formation visée avantage les deux parties, hein, et dans l'intérêt de chacune des deux parties. Voilà.
Bon, écoutez, j'ai fait au mieux, j'ai essayé de répondre le plus possible. À vos questions, il est l'heure, il est 12h30. Mais écoutez, merci à tous d'avoir été présents. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si besoin au 09 72 01 02 03. À très bientôt, j'espère. Au revoir.